Au fil du temps, VMware a su se construire un écosystème entier autour de son produit phare, vSphere. J'ai déjà eu l'occasion ici de parler de Tanzu, bien évidemment, et aussi d'Entrea. Et aujourd'hui, pour nous aligner avec une des top tendances de 2022, nous allons parler de sécurité, notamment au travers de deux produits, NSXT et Carbon Black. Pour parler de ces sujets tout aussi complexes que passionnants, j'ai le plaisir de recevoir Tuan Nguyen, chef de produit technique et expert sécurité réseau chez VMware, et Stéphane List, expert VMware en sécurité des endpoints, workload et containers. Tuan, Stéphane, bonjour, bienvenue. Bonjour Bonjour, Stéphane. bonjour Stéphane. Aujourd'hui, on a deux sujets qui sont très liés, mais puisque c'est autour de la sécurité des containers dans VMware. Donc on a NSX d'un côté, on a Carbon Black de l'autre. On commence par NSX. Peut-être une petite mise à jour par rapport aux derniers épisodes que j'ai pu avoir autour de ça. Où en est le produit aujourd'hui? Quelles sont les nouveautés? Oui, moi je fais partie de l'équipe marketing technologies Tuan. On vient de lancer un NSX-T version 3.2. Il y a beaucoup de nouveautés. Et c'est une solution de bout en bout qui est tournée sur un data center, qui est tournée sur vSphere et tournée sur d'autres bare metal and support container. And support sur le public cloud, Azure, AWS, et aussi supporter toutes les fonctionnalités sur les Edge. C'est beaucoup de nouveautés, c'est juste annoncé sur le côté NSX la semaine dernière, I think 3 semaines, juste avant Nouvel An. Et ces nouveautés, alors, ça consiste en quoi? C'est en plusieurs axes, je pense 3 axes, c'est plus paquet. D'abord, c'est le réseau. On a beaucoup de trucs avancés sur le réseau. On maintient la version 3.0, 3.1. Sur 3.2, c'est beaucoup d'avancées. Sur le côté BGP, on a avancé. OSPF, tous les trucs que vous avez déjà vus. Et on focus beaucoup sur la simplification des utilisateurs. Dans le vCenter, tu as déjà le plugin de NSX. Tu peux déployer directement NSX-T à partir de vCenter. C'est tout un truc très nouveau, et très facile. Et ça t'a amené de déployer non seulement NSX, et aussi déployer tous les workloads de sécurité ou de réseau. C'est tout en seul clic, tu devrais commencer à déployer facilement. Et le troisième et le plus important est toutes les nouveautés de sécurité. Ce truc, tu as déjà entendu parler, des NDR, Network Detection Response, ou des connectés avec des EDR, with the Endpoint Detection Response, et collaborer avec Common Black, l'équipe, qui est Stéphane, qui est là. Et il y a d'autres, beaucoup de choses, plus de 122 features qui viennent de sortir dans la nouvelle version de 3.2. Ok. Et alors, NSX, ceux qui ont suivi un peu les précédents podcasts sur VMware, ils savent ce que c'est. Mais si tu veux juste donner l'image générale de ce qu'est NSX, et donc, après, je reviendrai là-dessus, mais une des nouveautés, par exemple, c'était qu'aujourd'hui, NSX-T est utilisable aussi bien côté VM que container, alors que jusqu'à maintenant, c'était distinct, il me semble. Oui, et pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui ont déjà déployé NSX-V. Pour ceux qui ne connaissent pas tous NSX famille, il y a deux versions NSX-V et c'est l'ancienne version de NSX. We call it V, c'est vCenter. So NSX qui est lié avec vCenter, qui fait partie de vCenter. Now, NSX-T qui est complètement déployé en dehors de vCenter, on dit comme ça, mais c'est toujours lié avec le vCenter. Et ça fait partie de truc qu'on voulait lancer. Et
qui apporte beaucoup plus de features, beaucoup plus de fonctionnalités. Côté fédération, qui peut faire de multi-sites, et côté Antrea, côté container, on supporte tout ce que NSXV ne pouvait pas le faire. Et aussi, on fait beaucoup d'analytics, NSX Intelligence, on fait de last line acquisition, et on fait des NTR, Network Threat Analysis, et NDR, Network Detection and Response, tout ce genre de trucs, tu ne peux pas faire avec NSXV. Cela dit, il faut faire la migration. C'est ça, c'est un process de migration en SSV vers NSXT. C'est un gros projet. C'est la fin de support bientôt cette année. Et NSXV, c'est la fin de vie. Et, toutes les nouveautés, now on porte sur NSXT. Ce qui vient d'annoncer juste avant le Christmas et le Nouvel An. Donc si aujourd'hui j'ai un data center VMware, tout va tourner sur NSXT. Correct. So, il y a beaucoup de gens qui ont encore un NSXV. So, on fait le process. C'est dans la nouvelle version de 3.2 qui vient de sortir. On a amélioré beaucoup d'outils qui s'appellent Migration Coordinator qui permettent à tous les gens qui peuvent migrer dans NSXV vers NSXT et amener tous les workloads, toutes les sécurités de réseau, de routage, tout ça qui tourne sur NSXV et lié avec vCenter. Now, on va amener tout ça avec le migration coordinateur de l'outil qui fait partie de NSXT pour amener tout le monde vers NSXT et en profiter de toutes les nouveautés, nouvelles features que vient de lancer. Alors pour moi qui suis pas un expert du réseau, tu m'as parlé de BGP, de SPF. Qu'est-ce que donc quelles sont les grosses différences entre NSXV et NSXT? So, c'est un NSXV qui ne pouvait pas faire de BGP, que je fais que OSPF. Okay? NSXT, qu'on fait les deux. On fait OSPF et BGP. C'est non seulement ça, ce qu'on fait pour le routage, c'est le routage sur le overlay vers le north, comment dire, c'est north-south, right? C'est le north-south traffic vers l'Internet, sur le nord-sud. Sur le nord-sud, on demandait le routage vers le corps de réseau core, qui est Cisco, qui est Juniper, qui est quel que soit opérateur. En NSXT, qui est la couche physique qui peut lier entre le overlay NSXT vers le réseau de opérateurs qui fait de BGP. Tout ça qui est amené sur le trafic nord-south qui va avec l'Internet. Là, c'est une part. D'autre part, c'est le trafic, la plupart, 80% de trafic, c'est East-West, right? C'est l'East-West entre les hypervisors. Ça, c'est fait partie des NSXT qui est embêté sur tous les hypervisors, tous les hosts qui tournent sur vSphere. C'est ça, si tu peux faire tu fais pas routage dynamique entre East-West, mais tu fais routage dynamique OSPF, BGP vers le nord-south, vers l'Internet. D'accord. Redis-moi quand même, qu'est-ce que tu appelles du routage dynamique et à quoi servent ces protocoles? Parce que, encore une fois, c'est pas ma spécialité. Ça veut dire que il y a quoi? Il y a de l'autodiscovery, on crée une VM, elle est accessible par une autre assez facilement. Oui, c'est le routage dynamique, ça fait partie de gateway qui fait sortir le trafic vers l'Internet. C'est qui fait partie du réseau core de l'opérateur. On s'appelle de T0. T0, c'est notre NSX Edge qui fait partie de NSXV aussi. C'est que porté sur NSXT qui ont amené beaucoup plus de capacité. Si on peut prendre que 8 NSX T0 qui fait partie de chacun qu'on supporte 40 gigas de trafic, que fois 8, c'est 8 fois 40, c'est 320 gigabits par seconde, qui fait partie de faire très gros réseau. C'est un des plus gros réseaux qu'on pourrait faire sur l'opérateur, qui fait partie pas mal d'opérateurs en Europe, Vodafone, Orange et d'autres, Deutsche Telekom. Ils sont utilisés sur le réseau de core. C'est un NSXT qui fait partie de ça.
c'est faire la partie nord-sud. C'est faire la partie de east-west entre des hypervisors. On peut amener maximum capacité de light rate et quel que soit de carte de réseau que vous avez, pour 10 gigas ou 20 gigas. So we can tourner au-delà de 20 terabits per second ensemble de tout l'ensemble de trafic de tous les hypervisors, qui est le maximum aujourd'hui. Le vCenter now supporte maximum 1024 hosts. 1024 hosts multiplié by 10 gigas par host. Tu arrives à 20 terabits. C'est énorme. C'est le parti East-West. C'est énorme. C'est un des plus gros réseaux déployés. C'est beaucoup de European customers utilisés pour le moment. D'accord. J'ai une question, du coup, parce que on peut tourner VMware, vCenter aussi bien on-prem que dans le cloud, il me semble. Oui, c'est intéressant, oui. Et donc, on peut utiliser pour les deux NSX, j'imagine, NSXT maintenant. Tu parlais de quoi? De cloud, de talk AWS? N'importe lequel, enfin s'il y a des grosses différences évidemment, mais aujourd'hui je veux avoir un workload hybride, donc je veux avoir des hosts qui sont on-premise et je veux avoir des hosts qui sont chez un cloud provider. Et aujourd'hui, on peut faire tourner un workload hybride avec VMware. Correct. Au niveau du réseau, alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est toujours NSXT qui va faire l'interface entre les deux, ou est-ce que on utilise le réseau du cloud provider? Il y a deux réponses pour celle-là. Soit tu déploies toutes les couches, on s'appelle SDDC, Software Defined Data Center. C'est dedans, tu as la couche de compute qui est vSphere, et couche storage qui est vSAN, et la couche réseau qui est NSX, dans ce cas-là, NSXT. So, tout ce genre de choses, c'est la couche SDDC. So, toute la couche, l'ensemble de couches compute, storage et réseau, tout ça, tu peux amener sur AWS. On s'appelle VMware on AWS, so VMC. Là, ça permet de connecter entre les deux. Dedans, il y a deux choses. Hein. Soit tu déploies ça dans toutes les couches compute, réseau et storage. Il faut faire la connexion. Soit on travaille avec AWS ou Azure ou d'autres public cloud. Et voilà, c'est Azure et AWS qui permettrait de connecter sur le Transit Gateway. So, Transit Gateway, c'est quoi ça? Ça permettrait de faire hub and spoke. C'est tous les trucs qui parlaient sur le hub. Et le hub, c'est le Transit Gateway. So, maintenant, on intègre complètement avec ça. C'est notre partenaire stratégique avec AWS et Azure qui permettra de l'amener tout ça. C'est une chose. Deuxième, il faut que tu remettes ton workload, ton application qui tourne on-prem, qui va vers le cloud, qui est AWS ou Azure. On a un produit qui s'appelle SCX, vous avez déjà entendu. C'est le SCX, c'est un produit qui permettra de l'amener de workload, quelque chose de tourner on-prem vers le cloud ou de cloud vers on-prem. Ça, on a tout ça. On a une unique position qui fait tout, de bout en bout, de niveau 2 jusqu'à niveau 7. OK. That's une chose, right? And deuxième solution qu'on offre is NSX Cloud. So, the NSX, il y a beaucoup de customers déjà déployés NSX en data center. Il ne faut pas déployer toute la couche compute et storage, tout ça sur le cloud. Il est juste pour savoir renforcer la policy de réseau et la policy de routage dans le cloud. Là, on peut déployer que le Edge, qui est le NSX Tier 0 on-prem. J'ai juste déployé un truc qui s'appelle Lightweight et un seul VM qui tournait sur le cloud qui s'appelle NSX Edge. Là, il permettra de faire un footprint sur le cloud. C'est tourner ton NSX on-prem et tu es connecté sur le cloud et tu vas permettre de renforcer de policy réseau et policy de routage autour sur le public cloud. Ça, c'est plus simple, mais que de faire de réseau.
L'autre solution VMC, tu peux faire tout, compute, storage et réseau. So, on a les deux solutions. Ok, c'est très clair. Donc tout à l'heure, tu as mentionné aussi des fonctionnalités de sécurité. Tu as employé quelques noms très barbares pour moi qui sont NDR, EDR. Quelle est la différence entre donc du Network Detection Response, si j'ai bien compris, et du Endpoint Detection Response? Stéphane, tu veux prendre Ouais, ça? ouais, très simplement. Alors, donc le endpoint detection response, c'est donc de la recherche d'indicateurs de compromission sur des endpoints, c'est-à-dire rechercher quel process a tourné sur une machine, quels sont les appels qui ont été faits par ce process, les connexions réseau, si c'est du endpoint Windows, quelles sont les modifications de clés de registre, etc. Donc c'est vraiment tout un ensemble d'éléments de compromission qui sont détectés avec un EDR. Donc ça va générer des alertes et ça va permettre de faire ensuite des investigations du threat hunting. Donc ça c'est pour le endpoint et pour le network detection response, c'est plutôt ce qui va être collecter tout ce qui se passe sur le réseau et détecter de la même façon, détecter des malwares, des ransomware, mais là en examinant les trames réseau. Donc D'accord. Carbon Black, qui est l'EDR, n'examine pas les trames réseau, mais examine plutôt ce que fait l'OS, quels sont les process qui tournent et ce que font les OS ce que font les process sur les OS Windows, Mac ou Linux et également sur les containers. D'accord. Donc si je comprends bien, il y en a un qui s'occupe plus d'étudier les syscalls C'est ça, au niveau système niveau et système. l'autre qui va être plus sur le réseau. Plutôt, Mais c'est pas c'est de, pas un, ouais, c'est pas un IDS, IPS, hein, c'est quand même différent. C'est vraiment décoder complètement les trames, les reconstruire pour détecter ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Mais l'idée, c'est pas que ça, parce qu'il y a d'autres vendeurs qui peuvent faire la même chose, mais on fait complètement différent. On ne fait pas que l'analyser de silo, right? Le silo de chaque produit. On intègre tous les deux. So, the EDR, c'est de Carbon Black, peut détecter l'événement, c'est quelque chose malicieux, qui va envoyer vers NS6. NS6, dans ce cas-là, c'est NDR. So, the NDR, c'est Network Detection Response. On a trois pillars, trois produits, right? D'abord, c'est des EDS et EPS, intrusion detection, intrusion prevention. Second, qu'on a les sandboxing, c'est quoi le sandboxing? C'est de faire de network threat analysis. So, on analyse tous les produits, tous les trames de réseau qui arrivent chez nous et l'envoie avec le sandboxing qui tourne sur le cloud, permettra d'analyser et retourner vers très vite et block ou protect ton réseau, ou quelque soit malicieux qui tourne sur le réseau. Qui ne sont pas seulement que analyser les trames comme des IDS et IPS, c'est notre IDS et IPS qui fait beaucoup plus que d'autres vendeurs sur le marché. On a complètement solutions complètement distribuées vers tous les hosts, tous les vSphere, vCenter tournés. On peut détecter dans le hypervisor et d'autres vendeurs ne pouvaient pas le faire parce qu'on on est le owner de vSphere. So, on pouvait faire ça. Et tous les deux, des IDS, EPS, Detection Response, est combiné avec le sandboxing et the NTA, Network Threat Analysis. Et ensemble de tout ça, on fait du machine learning qui tourne, qui est combiné avec Carbon Black, on fait des NDR, fait très avancé technique. C'est juste d'annoncer le mois dernier. Et beaucoup de clients qui ont entendu de cette feature-là, ça fait longtemps et on a déjà eu ça maintenant. Ok. Alors, bon, il y a pas mal de choses. Déjà Carbon Black, alors c'est quoi, un produit ou un ensemble de produits? Alors, Carbon Black, c'était un produit avant, c'est quelque chose qui a été intégré, qui a été racheté par VMware. Donc, c'était une société, Carbon Black, qui a été racheté par VMware. Et maintenant, le produit s'appelle VMware Carbon Black Cloud. Et donc, c'est une solution complète, une solution SaaS complète qui permet de protéger à la fois les endpoints, les workloads, donc toutes les machines VM, vSphere, mais également les containers. Sur la partie workload, la particularité de Carbon Black Workload,
c'est justement qu'on a une interface dans vSphere, et donc directement dans vSphere, on voit toutes ces machines virtuelles. En un clic, on va pouvoir injecter Carbon Black à travers les VM Tools, on va pouvoir l'injecter dans toutes les VM, donc on va être capable de protéger toutes les VM qui sont sur notre vSphere. Et on va également avoir dans cette même console la possibilité de protéger tous les containers Kubernetes qui tournent encore une fois soit sur vSphere, mais également sur du bare metal ou dans des public cloud. On va être capable de les visualiser, d'installer en fait un opérateur, un daemon set qu'on va installer une fois sur un cluster, qui va se répandre sur tous les nœuds du cluster pour protéger, pour vérifier la compliance de tous les containers Kubernetes, pour appliquer des règles de sécurité qui seront, voilà, j'ai pas le droit d'exécuter du code sur ce container, j'ai pas le droit d'exécuter un container en mode avec trop de permissions, des choses comme ça. Donc voilà, donc Carbon Black, hein, la big picture, c'est quoi? C'est on protège les endpoints, les workloads, les containers. Et, tout ça en corrélation avec NSX, il y a de plus en plus d'intégration avec NSX. Par exemple, pour tout ce qui est workload, on va pouvoir dire créer des règles dans NSX qui vont dire voilà, je veux bloquer si jamais il y a Carbon Black qui me dit que ce workload, je dois le mettre en quarantaine. Ben ça, on va pouvoir le détecter des choses malicieuses dans Carbon Black, dire à NSX d'aller le bloquer ensuite, des choses. Voilà, c'est ce qu'on commence vraiment à faire, c'est de l'orchestration automatique des workloads. Pour les containers, ça n'arrive pas encore, mais c'est pour très prochainement. Les containers, c'est chez Carbon Black, ça a 1 an maintenant, ça a commencé fin de l'année 2020. Mais ça va vraiment très très vite, hein, puisqu'on a la dernière fonctionnalité qu'on a rajoutée, c'était fin de l'année dernière, la visibilité réseau, donc les network maps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on avait l'EDR sur les endpoints, on a maintenant une fonctionnalité de runtime, c'est-à-dire une fonctionnalité en temps réel d'écoute de tout ce qui se passe sur le réseau des containers Kubernetes. Et donc, on est capable de fabriquer en temps réel un graphe des connexions réseau qui s'établissent entre les différents nœuds d'un cluster, entre les différents nœuds clusters, ou vers des adresses IP publiques externes ou publiques internes. Et grâce à ça, on est capable de dire, voilà, il y a tel cluster qui communique avec tel autre cluster, c'est bien sécurisé, la connexion est bien chiffrée, ou alors on va pouvoir détecter une anomalie qui sera ce pod, un pod ou un container, hein, c'est une fonctionnalité normalement qui est très très précise. Donc c'est très facile d'apprendre ce que fait un pod en général. En général, ce pod, il prend une donnée à gauche et puis il la retransmet à droite. Donc très rapidement, on va pouvoir apprendre ça. Et dès qu'il y aura quelque chose une anomalie, quelque chose qui va être détecté, on va pouvoir créer des alertes dans Carbon Black. Ok, c'est assez clair, mais donc si moi je veux commencer avec Carbon Black, Ouais, donc je dois installer les différents composants, donc le daemon set dans mon cluster Kubernetes c'est ça. euh, et les plugins au niveau, enfin ce qui est associé au niveau VMware dans les VM, Mhm. donc dans les VM Tools. Après, comment ça se passe? Je dois créer mes propres profils de ce que je veux, ou j'ai des profils par défaut qui vont m'aider à démarrer. Alors, C'est quoi mes premières étapes? bien entendu, la première étape, hein, c'est de se mettre en mode écoute, en mode détection. On ne va pas arriver en production et tout bloquer directement, tout ce qu'on trouve anormal. Donc, on commence d'abord par la détection. On va détecter, on va lever des alertes. Et ensuite, on va travailler à limiter ce nombre d'alertes. Donc, limiter ce nombre d'alertes, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit créer des exceptions dans Carbon Black, donc ce qu'on ne pouvait pas faire, hein, nativement avec Kubernetes, avec les profiles de protection. C'était très compliqué de faire des exceptions. Dans Carbon Black, c'est en un clic, on voit, ok, ça c'est un pod de système, donc celui-là, on va lui donner plus de privilèges. Donc voilà, donc l'idée c'est on détecte, on observe tout ce qui se passe, et ensuite, on va progressivement augmenter le niveau de sécurité. On va dire, bon, ce cluster-là, maintenant, on sait qu'on peut le passer en mode, normalement, il n'y a pas de pod en mode privilège, donc on va pouvoir le passer. Normalement, ne s'exécute pas de code dessus. Il n'y a que des load balancers, il n'y a pas d'accès direct au node, donc on va pouvoir couper les connexions réseau. Donc, au fur et à mesure, on va étoffer notre politique de sécurité et on va améliorer notre profil de sécurité. Donc, effectivement, comme tu le disais, hein, on n'est pas complètement lancé dans l'inconnu en ne sachant pas ce qu'il faut mettre. Donc, on a différents profils de sécurité qu'on va pouvoir appliquer au fur et à mesure,
qui vont aller jusqu'au CIS benchmark, qui est notre niveau le plus élevé de sécurité, où là, il y a vraiment tout qui est en mode détection ou en mode blocage, et qui va demander beaucoup plus d'efforts. En fait, c'est toujours pareil, hein, plus on met de sécurité, plus il faut configurer notre software pour qu'il tourne de façon le moins privilégiée possible, le plus sécuritaire possible. Côté NS6, c'est pareil, c'est la même chose, right? So, tu vas pas bloquer, déployer NS6 et au NS6V et bloquer tous les trafics. Il faut qu'on arrive à un truc, dans le passé, right? Toujours aujourd'hui, NS6 supporte les deux modes, donc je sais pas comment translater en français, c'est le white mode et le black mode, right? The white mode, c'est-à-dire on bloque pas le trafic qu'on connaît. Le black mode, on bloque tout et on ouvre que les ports qu'on connaît. C'est le troisième mode qui est dans NSX Intelligence, c'est qui est le machine learning, all of the AI machine learning intégré dans NSX Intelligence, qui permettra le client qui tourne NSX Intelligence, qui va détecter c'est quel est le flux qui va être bloqué, quel est le flux qui va être détecté. Par exemple, tu as web traffic qui parlait avec app traffic qui parlait avec base de données. Ça, c'est le truc qu'on peut détecter sur NSX Intelligence. On ne va pas bloquer ce genre de truc. On sait sûr que c'est bien de trucs qui doit pas bloquer. Ça, ils peuvent faire sur le machine learning capacité et sur NSX Intelligence. C'est très, très, très smart. Donc, pour résumer, on part avec des profils par défaut, mais déjà dans ce profil par défaut, il y a certaines règles qu'on peut mettre qui sont manuelles. Typiquement, ce que tu as mentionné, Stéphane, il y a certaines règles comme je veux pas que un process s'exécute en route dans mon container ou des choses comme ça. Il y a des choses assez basiques. Hein, ce qu'on voit pour la sécurité des workloads en général, que ce soit des VM ou des containers, la priorité, en fait, c'est d'éliminer les vulnérabilités sur les machines. Éliminer les vulnérabilités, comment ça se passe? En fait, il faut scanner les vulnérabilités. Donc, on peut scanner les vulnérabilités avec Carbon Black sur les VM, également sur les containers. Et ça va nous ramener quoi? Ça va nous lister en fait tous les workloads qui ont des vulnérabilités, tous les packages qui sont vulnérables sur l'ensemble de notre parc informatique. On va pouvoir donner des scorings un petit peu de toutes les machines virtuelles, quelles sont les plus dangereuses, celles qui sont les plus à risque surtout. Donc on va voir par exemple, il y a un Log4j qui est arrivé l'année dernière. Donc là, vulnérabilité maximum, CVSS numéro 10, etc. Donc là, automatiquement, on va pouvoir détecter, voilà, attention, sur mes 500 clusters que j'ai dans ma société, il y en a 23 qui sont affectés par Log4j, parce que Log4j est en version qui était vulnérable. Et automatiquement, on va pouvoir les pointer du doigt et dire, voilà, celles-là, on va devoir les mettre à jour en priorité. On va pouvoir choisir si le service est vraiment trop critique. On va pouvoir également choisir de dire, à partir de maintenant, je ne veux plus qu'on puisse déployer de containers si jamais il contient des vulnérabilités critiques. Si la sécurité est plus importante que vraiment le fait de faire tourner la VM ou le container, c'est un choix ensuite qui va être de dire je privilégie la sécurité à la fonctionnalité. C'est quelque chose qui est... Alors pour moi, il y a deux choses. Déjà, est-ce que c'est scanner? Ça veut dire qu'il y a un scanning des workloads au niveau runtime et pas seulement au niveau image? Alors, pour ce qui est des workloads, on commence par des VM, une VM Windows Server, Linux, etc. C'est un scanning qui est en continu. J'ai envie de dire, c'est pas on appuie sur un bouton, ça scanne, ça prend tout le CPU et la machine elle s'effondre. Non, c'est un scanning qui est en continu. Donc, lorsqu'on le met en place, il faut attendre jusqu'à 24 heures pour avoir un scan complet de toutes ces VM. Et à partir de là, c'est en continu, on va scanner toutes les machines pour voir celles qui sont vulnérables, parce que il y a de nouvelles vulnérabilités qui tombent toutes les minutes. Hein. Je ne sais pas combien il y a de CVE par an, des dizaines de milliers. Donc, on scanne en continu toutes les machines et on regarde. Et donc, en continu, on peut très bien regarder notre console et puis 5 minutes après, il y aura une nouvelle vulnérabilité qui va être apparaître. C'est vraiment du continu. Donc ça, c'est pour tout ce qui est machine virtuelle. Pour tout ce qui est container,
Aujourd'hui, le scan, il est fait de façon manuelle ou de façon programmée dans un outil de CI/CD, par exemple dans un Jenkins ou autre. C'est-à-dire que c'est plutôt le développeur, hein, avant de mettre en production l'application qu'il a déplacée ou avant de pousser son pod, son container dans le registry, il va d'abord le scanner et dire OK, est-ce que celui-là, il y a vraiment beaucoup de risques ou pas? On le scanne, OK, c'est bon, on le pousse dans le container registry. Et l'opérateur, lui, avant de mettre en production justement son container, il va pouvoir le rescanner une deuxième fois pour dire, voilà, ça c'est mon développeur, il m'a développé ça l'année dernière, début décembre, mais depuis, il y a eu Log4j, donc est-ce que par hasard, je ne serais pas vulnérable à Log4j? Donc là, on va pouvoir scanner encore. Donc aujourd'hui, c'est assez manuel, j'ai envie de dire, soit manuel, soit programmé automatiquement, soit contrôlé par un automatisme de type CI/CD. Dans le futur très proche, parce qu'on a déjà des clients qui en bénéficient, on va également avoir un scan en continu. Donc de la même façon que sur les workloads, on scannait en continu toutes les machines, là ça va être la même chose. Un container, c'est vraiment très simple à scanner. Un container, c'est quoi? C'est un empilement de couches logicielles qui sont des produits, des librairies qui sont publiques. Donc il suffit d'extraire en fait, on appelle ça la bill of material, software bill of material, la liste de toutes les applications, la liste de tous les packages. Donc ça peut être des packages de type distribution Linux, hein, mais ça peut être également des packages de type Python, de Java, etc. Donc on extrait toute cette liste de packages ou de librairies avec leur numéro de version, et en fonction de ça, on va être capable de dire, eh ben, tel pod, tel container contient la librairie Java numéro tant, qui est telle version, qui est vulnérable, niveau 7.1, niveau 3, etc. Donc c'est soit critique, soit mineur, soit majeur. Enfin, c'est comme ça qu'on va définir le niveau de criticité de toutes les machines. L'outil de scanner de VMware, parce que j'ai eu l'habitude de travailler aussi avec Arbor, dans lequel on peut Ouais, faire le scanning d'images, bien évidemment. C'était pas un outil VMware qui était utilisé, c'était souvent une c'était tierce Trevi, partie, Trevi Trivi, oui, encore, ouais, tout à fait. Ouais. c'est ça. Alors, alors, c'est ce qu'on utilisait également au début, mais maintenant on a notre propre outil de scanning et il va être intégré également dans Arbor. Euh, on a déjà fait des démos, donc ça fonctionne déjà. C'est encore pas donné au public, mais ça va aller très prochainement. Ouais. D'accord, donc je peux mettre au niveau de mon CI, donc au moment de pousser l'image dans ma registry, faire un scan. Dans la registry, faire un autre scan en continu. Tout à fait, ouais. Et au moment du déploiement aussi, avoir ce scanner qui va dire si j'ai Tout des à fait. Tout vulnérabilités. à fait. L'idée, c'est pas encore sorti, hein, donc c'est sous entre guillemets, j'ai envie de dire, hein, c'est sous roadmap, hein. Mais c'est effectivement le plan, c'est de scanner en continu tous les containers qui tournent sur des clusters Kubernetes, que ce soit des containers qui viennent de ton container registry, mais qui peuvent venir également d'autres registries si on en a importé. Donc vraiment de scanner tous les containers qui tournent de partout sur tous les clusters. Donc maintenant, si je reviens un peu à ce process de protection de mes workloads, je vais faire un déploiement d'une application qui va avoir, mettons qu'on ait trois composants, qui soient une DB, un back-end et puis un front-end. Donc il va falloir que l'outil commence à apprendre quel composant discute avec lequel. Au bout d'un moment, on verra bien que c'est le back-end qui va discuter avec ma DB et jamais le front-end. Et donc, on va pouvoir cocher une case pour dire le modèle qui est sorti du machine learning, c'est le bon, ou c'est juste un outil pour m'alerter si jamais le comportement de ces composants va dévier par rapport à ce que le modèle a appris. Ouais, alors aujourd'hui, encore une fois, c'est de la roadmap, hein. Aujourd'hui, on fait uniquement la visualisation. L'idée, c'est d'aller ensuite plus loin, de faire de la détection, donc vraiment de créer des alertes. Et ensuite, bien entendu, ce sera de bloquer, quoi. Et après, bah, c'est encore trop tôt pour le dire, hein. Je ne sais pas si c'est Carbon Black qui va le faire, si c'est NSX qui va le faire. On verra, on se reverra l'année prochaine, puis on pourra en rediscuter si tu veux. Oui, bien sûr. Et donc, une fois qu'on a cette visualisation, ce qui est déjà énorme, parce qu'au moins on peut comprendre ses workloads. J'ai pris un exemple très simple, mais généralement, Ouais. il y a beaucoup plus de composants que cela. Est-ce que il y a un moyen, même si c'est pas automatique à ce jour,
d'en tirer un profil et de renforcer les règles que ce schéma nous montre? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles réseau dans Carbon Black, hein. Le schéma réseau, il va être, voilà, il y a l'autre balancer sur la gauche par lequel arrive le flux d'Internet qui va aller sur le front-end. Ensuite, on va avoir une flèche qui va aller du front-end jusqu'au back-end. On va voir en fonction de la couleur si c'est chiffré ou non. Et ensuite, on va avoir du back-end jusqu'à la base de données. Et là, on va voir toutes les connexions réseau en interne de tous les pods. Donc, c'est uniquement de la visualisation, Network Maps. Donc, ça permet de valider le modèle réseau du développeur, hein. Le développeur, il l'avait prévu à l'avance, enfin j'espère qu'il avait prévu l'architecture de son application en disant ça va passer par là, etc. Et donc, ça va permettre également de valider les règles qu'on a pu créer dans NSX pour dire voilà, c'est tel container qui a le droit de discuter avec tel container. Mais et ça va permettre de voir s'il y a quelque chose qui sort ou est-ce que peut-être donc ça va aider à créer des règles de firewalling ou de valider que les règles de firewalling elles sont bien respectées, qu'il y a pas de problème, il y a pas d'anomalie. En fait, c'est vraiment le but, c'est l'anomalie détection, c'est détecter quelque chose qui est anormal. Euh, dans Kubernetes, ça peut faire tellement de choses, il y a tellement de pods, il y a tellement de clusters que très rapidement, on peut avoir des flux réseau qui sont anormaux. Et là, ça permet de les détecter immédiatement, de mettre le doigt dessus et de pouvoir réagir, quoi. C'est vraiment, c'est le but premier de l'outil. C'est le plus point fort de NSX en général, c'est de faire de micro-segmentation. Je vais déjà en parler, ça. C'est de traditionnel terme et on s'appelle segmentation. C'est pas network segmentation, c'est de micro-segmentation. Ce qui permet d'isoler ton tenant. C'est dans Kubernetes, tu as un cluster qui a plusieurs tenants, right? So, dans chaque cluster, tu déploies, il y a pas mal de namespace. So, chaque application qui peut faire partie de une ou plusieurs namespaces. So, chaque namespace, ça fait partie de NSX microsegmentation. So, on crée un segment. Un segment, ça permet d'isoler ça. So, quelle que soit l'attaque, arrive ou échapper from Carbon Black vous ne pouvez pas détecter, c'est NSX qui fait bloquer, c'est faire le blocage, qui permet ou ne permet pas. Et on fait de l'inspection avec IDS, IPS, on fait pas mal de trucs. Si on peut faire ça à côté container, sur microservices, on voit sur Tanzu Service Mesh, ce qui fait beaucoup plus d'inspection avec les API Gateway, ce genre de trucs. On permet any malicious, quelqu'un qui va voler la carte de crédit, qui va enregistrer sur le système, on va détecter. Si on fait un post, un guest API, on va détecter ça. C'est le rôle de Tanzu Service Mesh qui fait ça, qui est très, 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 très détaillé. Ok. Cette micro-segmentation, ça se rapproche des network policy qu'on avait avant dans Oui. Kubernetes? Oui, c'est déjà un NSX V. Avant, maintenant, c'est un NSX T qui portait de faire la microsegmentation entre le VM et container et bare metal. Et quel que soit ton workload qui est tourné en prem ou qui est tourné en Azure, en AWS, on fait un single pane of glass. C'est ça, consistent the policy across multiple clouds. C'est ça? Ok, ouais. Et donc, il y a au niveau système et au niveau du réseau, on peut avoir de la détection. Comment est-ce que je vais avoir un reporting des anomalies qui sont détectées? Donc, aussi bien au niveau du réseau, donc le front-end va bypasser mon back-end et essayer d'attaquer la DB, ou alors j'ai un syscall au niveau de ma VM qui est pas normal. Où est-ce que moi je vais pouvoir avoir toutes ces informations? Je parlais côté NSX. NSX, c'est un outil de contrôler. Il y a deux couches, control plan et data plan. On contrôle tout qui passe, mais on ne fait pas le reporting. Le client, il y a deux choses. Qui fait l'outil qui fait partie de la maison, c'est VMware qui est un outil VMware Realize Lock Insight, qui est le syslog qui détecte tous les logs. Et dans ce syslog, tu envoies tous les événements de NSX. Si tu as détecté quelque chose, tu envoies sur le syslog qui fait envoyer vers le Lock Insight, qui est VMware Lock Insight, qui fait partie de l'analyse. Et dedans, tu as machine learning, tout ce genre de capacité qui fait partie de reporting. Si on a des WebShim, on a des email serveurs qui fait partie du système, qui l'envoie.
Et d'autres clients qui peuvent un peu plus sophistiqués, ils envoient vers le SIM qui est Splunk, qui on a NS6 plugin qui fait partie Carbon Black, je pense, et je crois. Vous avez aussi un plugin sur le Splunk as well, Ouais, tout à fait. ça. Sur Carbon Black, c'est un petit peu différent. Hein. Surtout lorsqu'on traite des workloads. Des workloads, lorsqu'il y en a beaucoup, il peut y avoir par exemple 1000 serveurs Windows et on va détecter quelque chose seulement sur 10 serveurs ou sur un gros paquet de serveurs. Donc, pour nous, on a vraiment un menu qui est enfin vraiment une fonctionnalité de triage d'alerte qui est disponible directement dans la console Carbon Black. Et ce triage d'alerte, il va permettre de prioriser les alertes par sévérité, donc voir ce qui est le plus critique, où là, il y a vraiment déjà des choses à faire, mais également de grouper ces alertes. C'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est-à-dire de dire, j'ai vu cette alerte, j'ai vu que PowerShell allait sur un site web malicieux sur 34 machines. On va pouvoir cliquer dessus automatiquement, on va pouvoir dire, voilà, c'est ces 34 machines qui ont été attaquées. On va pouvoir maintenant faire de la remédiation. On va pouvoir également dire, cette alerte, c'était un faux positif, c'était une fausse alerte. On va pouvoir dire, OK, cette alerte, je veux la supprimer. Je veux également pouvoir mettre des notes ou des tags sur les alertes. Vraiment, les alertes, si tu veux, c'est un peu la base du travail des threat hunters, des SOC, en fait, des personnes qui gèrent la sécurité des entreprises. Donc, les SOC, ça tourne 24 sur 24. Hein, c'est des gens qui tournent, qui font les 3-8. Donc, les personnes, ils voient une nouvelle alerte, ils commencent à travailler dessus, ils mettent des notes dessus, ils mettent des tags, ils mettent, voilà, ça c'est une alerte. Bon, on s'est fait attaquer par un log4j, on va mettre le tag log4j. Une autre personne qui va travailler, qui va ajouter le tag. Et comme ça, on va pouvoir avoir des alertes qu'on va pouvoir corréler ensemble, non seulement par Carbon Black, parce que Carbon Black aura dit c'est PowerShell qui a fait telle chose ou c'est Java qui a fait telle chose, mais également parce que les analystes qui font la sécurité du système vont pouvoir agréger toutes les alertes ensemble, les packager, pouvoir dire il faut travailler là-dessus, c'est comme ça qu'on va pouvoir remédier, voilà les actions préventives qu'on va pouvoir mettre en place pour que ça n'arrive plus, quoi. So, une nouvelle chose qui NSX qui vient de sortir sur la fiche, la nouveauté qu'on vient d'annoncer, c'est des NDR. Qu'on a un nouveau concept qui s'appelle la campagne. La campagne d'attaques qui permettrait de grouper tous les attaques in une seule chose. Si par exemple, tu as Log4j, Stéphane vient mentionner, qui arrive tous les 5 minutes. On groupe tout ça dans une campagne et vous avez une capacité de visualiser tout l'ensemble de campagne. On sait de time series, on peut trier par type d'attaque, is it the initial attack, so command and control or exfiltration. On peut trier par type d'attaque et ça qu'on peut on envoyer un report. Plus facile, de manière plus visible. Non seulement envoyer un report avec du sens, right? C'est quelque chose qui est sémantique, puis tout le monde peut comprendre. J'imagine que c'est bien aussi bien pour on groupe le scope de toute une attaque, comme ça on sait exactement ce qu'elle est, mais également ça va sans doute réduire l'alerte fatigue aussi des SOC, parce que comme ce sera groupé, on aura un lot d'alertes plutôt que d'avoir séparément plusieurs alertes. Alors, ça, c'est déjà le machine learning qui fait partie. C'est le false positive. Alors, ça va réduire effectivement la fatigue des analystes stock, mais également ça va leur permettre d'analyser beaucoup plus rapidement. Le DR, hein, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va créer des process trees. Un process tree, c'est un arbre de process en français, hein, qui va être, voilà, j'ai Excel.exe qui a lancé PowerShell.exe, qui a lancé ransomware.exe, et on va vraiment fabriquer de façon graphique un arbre des process. On va voir que tous les enchaînements en fait de tous les process jusqu'à ce process à modifier tel fichier, ce process à modifier telle clé de registre. On va pouvoir regarder comme ça, revenir en arrière dans le temps pour dire, voilà, effectivement, j'ai vu ransomware.exe, mais l'idée c'est de retrouver la root cause. C'est ça qui est le plus important en sécurité, retrouver la root cause pour savoir ce ransomware, d'où est-ce qu'il vient. Est-ce qu'il venait d'un mail malicieux qui a été reçu par une personne? Est-ce qu'il venait d'Internet? Du coup, est-ce qu'il faut couper une URL? Est-ce qu'il faut couper une adresse IP?
Est-ce qu'il faut aller sur un poste en particulier qui est un centre de command and control qui sert à diffuser justement le ransomware? Et l'EDR, c'est cette visualisation qui va apporter, qui va permettre d'analyser le trafic, non seulement en réseau, mais également le trafic, j'ai envie de dire, entre les process, hein. Quel est le process qui a appelé tel autre process? Et dans Carbon Black, il y a un antivirus qui est intégré. Et l'antivirus Carbon Black, il peut aller très très loin. Il peut créer des règles qui vont pouvoir dire, voilà, toutes les applications qui sont dans le répertoire Office, donc Word, Excel, PowerPoint, etc., n'ont pas le droit d'appeler d'interpréteur de commande, donc n'ont pas le droit de lancer commande.exe, n'ont pas le droit de lancer PowerShell.exe, etc. Et donc, en un seul clic, on va pouvoir dire, voilà, je veux maintenant mettre en place cette politique de sécurité. Ça va s'étendre à toutes les VM Windows du parc, hein, que ce soit des endpoints, que ce soit des workloads. Ça va s'étendre partout. Et l'avantage d'un EDR, c'est qu'on enregistre tout ce qui s'est passé dans le passé. C'est vraiment du big data, on enregistre tout ce qui s'est passé. Et donc, on a un historique de 30 jours sur tous les événements, tous les process qui ont tourné sur chacun des postes. Et donc, on sera capable de dire, avant de mettre en place une nouvelle politique de sécurité, on sera capable de la tester pour voir si on va bloquer quelque chose. Donc, tout à l'heure, je citais l'exemple de, on va interdire à toutes les applications Office de lancer PowerShell. En cliquant juste sur un bouton, Test Rule, on va pouvoir voir est-ce que ça s'est produit dans les 30 derniers jours. Ça s'est produit effectivement, c'est lorsqu'on s'est fait attaquer. À partir de maintenant, je mets en place cette politique de sécurité, on va pouvoir le bloquer. Donc ça, c'est quelque chose c'est un petit peu manuel, j'ai envie de dire. C'est en plus du machine learning qu'on va faire, mais c'est quelque chose qui permet de réagir sur des investigations qu'on a fait dans le passé. On va pouvoir améliorer notre politique de sécurité sans avoir de risque de blocage parce qu'on peut tester sur toutes les informations qu'on a loguées auparavant, quoi. Une chose qui est très fort côté VMware et d'autres qui n'ont pas, c'est qu'on a deux choses. Right? D'abord, c'est le data plan qui est complètement distribué dans tous les hosts, parce qu'on a inventé vSphere. Donc, quelque que soit tu es en vSphere, on a architecture distribuée. Et côté management, on a un seul point de contrôle qui est le control plan. Quelque que soit multi-site ou single site, on a complètement distribué et c'est très facilement qu'on peut détecter et push de automation, ce genre de truc automated, complètement marché très 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 fort côté VMware que d'autres qui n'ont pas ça, cette solution, qui ne fait pas de happening, on ne fait pas ça, on fait complètement distribué architecture. Quel que soit microsegmentation, quel que soit IDPS, quel que soit EDR, NDR, tout ça c'est complètement distribué. Ok, c'est clair, mais donc au niveau de VMware Carbon Black Cloud, tout se fait au niveau de la console. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. Donc toute l'investigation. On peut également exporter dans un SIEM, un Splunk, un QRadar ou autre chose, hein. C'est suivant vraiment la topologie du client, suivant sa façon de travailler, suivant la taille de son équipe, s'il a un SOC externalisé ou non, s'il y a des très grandes sociétés qui ont Carbon Black, hein, qui ont plus de 100 000 endpoints qui sont connectés sur une console Carbon Black. Quand il y a plus de 100 000 endpoints, forcément, ça fait pas mal d'alertes, donc ça fait des grosses équipes. Donc, c'est des équipes qui ne font que la sécurité du endpoint et pas la sécurité réseau. Dans des structures plus petites, on peut faire également les deux. Donc là, c'est peut-être plus intelligent de faire ça sur un SIEM. Ça dépend vraiment de nos clients, de la topologie des clients. Ouais. Une autre question aussi là-dessus, puisque on parle de machine learning. Alors le machine learning, autant c'est très automatisé et très pratique, mais c'est un peu coûteux en ressources. Ça prend un peu de temps aussi au niveau de l'apprentissage. Est-ce que les modèles de machine learning sont limités, en tout cas, au data center, je vais pas dire infrastructure du client, ou est-ce qu'il y a des modèles que VMware propose aussi publiquement, parce que il y a certaines attaques, autant elles peuvent être très ciblées juste pour une personne, autant il peut y avoir une campagne de ransomware et le client A et le client B vont subir la même, et donc ce qui aurait pu être détecté peut-être plus rapidement chez le client A pourrait profiter au client B. Est-ce que ça se fait ou pas du tout? Alors, en fait, on a des équipes, hein, de recherche informatique, hein, des équipes Tautin, Threat Analysis Unit, qui mettent à jour en temps réel les indicateurs de compromission, qui mettent à jour en temps réel
les bases d'attaque. Hein. Donc, dès qu'il y a eu les attaques SolarWinds, les attaques Log4j, etc., enfin les vulnérabilités Log4j, pardon, immédiatement, on a mis en place des solutions pour que nos clients soient au moins alertés. Attention, il y a tel gros ransomware, telle nouvelle base de ransomware qui est en train de se répandre partout sur la planète. Donc déjà, on les prévient, on fait des articles, on a une base communautaire qui est très très forte, enfin un site web communautaire, pardon, très lu par nos clients. Mais on a également immédiatement modifié nos indicateurs de compromission pour générer des alertes, mais également on génère des nouvelles règles de blocage, hein, bloquer par exemple si on a SolarWinds.exe qui exécute telle application qui est malveillante, automatiquement si on sait que c'est ce qui est en train de se répandre sur toute la planète, automatiquement nous on va créer une nouvelle règle qui va être poussée. Tout est web, donc tout est mis à jour en moins de 10 minutes, c'est sur tous les endpoints de la planète quoi, qui sont protégés par Carbon Black. Quoi. Ok, ça c'est chouette. C'est C'est très chouette. côté NSX, pour répondre à ta question, Stéphane, on est rencontré, machine learning, c'est très, très, très loin côté ressources. Avec l'annoncé de 3.2, complètement on séparé entre la couche core de NSX, le core qui fait de routage, sécurité, et le reste, machine learning, qui fait tourner sur Kubernetes. On a containerise tout ce genre de trucs en dehors du core de NSX qui tourne sur VM. Le reste, c'est tourné sur NSX. Ça permettra de complètement étendre et scale très, très facilement. Ça, c'est déjà fait partie de la nouvelle architecture de NSX maintenant. C'est de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver sur Kubernetes, vont déployer très facilement et complètement tourner en prem ou dans le cloud. Ça, c'est déjà fait partie. Ça va permettre de d'étendre. Sinon, c'est des ressources très lourdes pour consommer toute la machine learning capacity. Ok. Alors, dans tout ce qui est aujourd'hui détection de comportements anormaux sur les machines ou sur le réseau, on utilise souvent eBPF. Est-ce que c'est aussi la technologie qui est sous Carbon Black? Alors Carbon Black utilise effectivement eBPF pour la sécurité de tous les OS Linux de base. Hein, donc c'est depuis, ça fait plus d'un an, j'ai plus la date exacte, mais effectivement d'utiliser eBPF, ça nous permet de fonctionner pour tous les noyaux Linux. Avant, on utilisait un driver Linux qu'il fallait qu'il soit exactement de la même version que celui utilisé par nos clients. Donc ça nous faisait supporter je ne sais combien de niveaux de Linux kernel. À chaque nouvelle version, il fallait retester sur toutes les versions de kernel. C'était assez difficile. Et ça, surtout, ça empêchait nos clients d'utiliser des drivers, des kernels Linux propriétaires. On a des clients qui optimisent leur kernel Linux. Donc, on n'avait pas les mêmes kernels, on n'était pas au même niveau de fonctionnalité qu'eux. Donc là, c'était difficile à les protéger. Donc, depuis qu'on utilise eBPF, effectivement, il n'y a plus de code source, vraiment, on n'a plus de driver Linux. On va s'insérer à travers eBPF. C'est à ça que sert eBPF. Donc, ça nous permet d'avoir des fonctionnalités de protection du driver, du kernel Linux qui soit tout le temps, qui fonctionne tout le temps, quelle que soit la version de Linux, quelle que soit la distribution Linux. Donc c'est pour ça que maintenant on va supporter tout ce qui est Red Hat, CentOS, mais qu'on supporte également Ubuntu, Debian, Amazon Linux, SUSE Linux, etc. Donc on arrive à distribuer tout un tas de distributions Linux grâce au support de eBPF. Donc ça c'est pour le Linux en lui-même. Et pour tout ce qui est Kubernetes, on supporte également toute la partie eBPF pour tout ce qui est réseau aujourd'hui. Donc tout ce qui est découverte du réseau, création graphique de la topologie réseau, tout ça on utilise eBPF également pour sonder le réseau, pour éviter de regarder chaque trame une par une, hein, ça prendrait 100% du CPU. Là on va plutôt regarder en gros avec eBPF tout ce qui se passe. Donc eBPF c'est vraiment quelque chose pas qui nous sauve la vie, mais qui est très utilisé par Carbon Black, en tout cas, à la fois sur Linux et sur les containers. Ouais. Et côté Windows, puisque c'est en train d'arriver, il y a un travail en cours.
Côté Windows, j'ai pas entendu parler d'IPPF encore, mais j'avoue que maintenant que je suis sur la partie container, je suis de moins en moins la partie sécurisation Windows. Mais j'imagine que si on a la possibilité de le faire, on le fera également. Ouais. Il y a des containers Windows maintenant aussi. Alors, Ouais, ouais, pour le c'est pas encore supporté par Carbon Black, non, c'est pas trop demandé par nos clients encore. Peut-être ça le Ok, viendra. ouais. Très bien. Pour conclure, une dernière chose, je vais vous demander à l'un et à l'autre de me dire si vous deviez retenir une feature qui vous plaît particulièrement dans le produit aujourd'hui, parce qu'il y en a des tonnes, on peut pas faire le tour de toutes, mais quelle est celle qui vous plaît le plus, qui vous inspire le plus? On est là pas sur servir le client. C'est quel que soit le client qui demandait, right? C'est demandait qui voulait faire de multi-cloud, qui fait tourner sur l'application, non seulement une seule cloud, sur on-prem, sur tous les clouds, sur les edge. On voulait faire de bout en bout sécurité. Le client qui est très concerné sur la sécurité, on a ça. On a toutes les solutions qui servent le client. Ça, c'est NSX. Ça, c'est ça Carbon Black. C'est ça VMware. C'est faire de bout en bout, quel que soit compute, storage et réseau. Ah, c'est ma conclusion. Mhm. D'accord. Mais si tu dois retenir une feature, parce que VMware fait quand même depuis longtemps, évidemment, essaye de tout mettre ensemble et de proposer un data center entier à ses clients. Mais aujourd'hui, dans les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, il n'y en a pas une parmi celles-là que tu regardes un peu plus près, qui suscite un peu plus ton intérêt? Côté NSX, généralement, c'est la opérationnelle simplicité. Comment facilement pour tous les clients peuvent adopter. Ça, c'est NSX aujourd'hui, qui est plus Mhm. facile. Doesn't mean c'est plus simple, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mais on le cache tout ça, les clients ne peuvent pas savoir. Et on met à la place, tout le monde peut adopter plus facilement. Ça. La simplification opérationnelle qu'il y a derrière NSXT. C'est vrai que Ouais, comme moi, par exemple, qui suis très mauvais en réseau, c'est ça, j'ai- comme vSphere, parce que tout le monde aime bien vSphere, vCenter, on aime, une fois, tout le monde aime bien NSX, Carbon Black, de cette manière. C'est ça qu'on voulait ok. faire ça. Donc la simplicité opérationnelle. Et Stéphane? Et pour ouais, côté Carbon Black, ce que je dirais, c'est le plus important, c'est pour moi, c'est la visibilité. Carbon Black apporte la visibilité sur les vulnérabilités et sur le réseau des containers. Et pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Des containers, c'est quelque chose qui est très abstrait, c'est des petits pods qui tournent sur plein de nodes, dans plein de clusters, dans le multi-cloud. Et grâce à Carbon Black, on a une visualisation de ce qui se passe exactement et on peut détecter des anomalies et des vulnérabilités on sait ce qu'on a, on sait ce qu'il faut protéger, on sait comment le protéger, donc on sait ce qu'il faut faire et on sait le faire avec VMware Carbon Black. Ok. Une dernière chose, on va ajouter, c'est toujours beaucoup de trucs qu'on partageait sur le site web. Il y a la simplicité de NSX ou VCN, Virtual Cloud Networking, c'est que 3 couches, right? La couche d'application, c'est applicatif qui est au-dessus. Au milieu, c'est la couche virtualisation. Virtualisation, c'est le réseau, virtualisation de storage, virtualisation de tous les computes. C'est au-dessous, c'est la couche physique qui intègre. Mais on va améliorer beaucoup avec le SmartNIC, avec les switches, tous les trucs de underlay switches, quel que soit le vendeur, qu'on est servi de toutes ces 3 couches. Et plus facilement, tu sors de leur contexte qui va supporter tout type d'application. C'est le réseau qui est là pour supporter les applications, c'est pas de reverse. Il faut Mhm. supporter les DevOps, développeurs, supporter tous les gens qui développent l'application. Qui tu connais le plus, que le réseau qui soit quel que soit invisible, mais qu'il est là, quel que soit que les clients qui demandaient, que le DevOps qui demandait, le réseau qui est là, la sécurité qui est là. C'est là, c'est le réseau qui devient plus en plus invisible, mais plus très important. Ouais. Et j'avais une dernière question à ajouter aussi pour Stéphane, peut-être, mais toi ne peux répondre aussi bien. Donc,
aujourd'hui, le machine learning, tu l'as mentionné, il est déjà bien présent, mais c'est encore en pleine évolution. Aujourd'hui, on a des consoles qui permettent de visualiser exactement tout ce qui se passe. Est-ce que dans le futur, il est prévu d'avoir de la remédiation automatique peut-être, ou des process un peu plus automatisés? Alors, la remédiation automatique, il y en a déjà, hein. On détecte en fait des techniques d'attaque. Je ne sais pas si tu connais le Mitre Attack qui fournit justement des techniques d'attaque. Maintenant, on ne détecte plus un virus parce qu'il a TLEH. Maintenant, on repère vraiment une technique d'attaque. Donc, on appelle ça des TTP, des techniques, des tactiques et des procédures. Nous, chez Carbon Black, on détecte ces techniques d'attaque et c'est en fonction de ça qu'on va être capable de bloquer. On va pouvoir, par exemple, détecter une technique d'attaque qui est un ransomware, hein. On prend des fichiers, on les chiffre, on les remet sur le disque. Ça, c'est une technique qu'on détecte, donc on va pouvoir bloquer ça. Donc, on n'est plus vraiment dans du machine learning à regarder absolument tous les process qui tournent parce qu'il y en a des milliards qu'on collecte tous les jours. On va plus dans le détail, dans les techniques d'attaque. Et on va se mapper vraiment aux techniques d'attaque du framework d'attaque du Mitre pour dire, voilà, on va bloquer cette technique d'attaque. C'est plutôt comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Ok. Il n'y a pas de magique, c'est ça. Tu vois pas que beaucoup de clients, ils aiment ça, l'amélioration automatique. Mais ils veulent faire le copilote. C'est comme copilote, c'est semi-automatique. De la manière, tu veux voir ça avant d'appuyer sur le bouton. C'est ça. Mais on a la fonctionnalité que faire de la simulation. Avant d'appliquer sur la production, tu ne vas pas appliquer sans savoir qu'est-ce qui va passer. C'est la simulation qu'on a ça aussi avant d'appliquer directement sur le réseau. Ça, c'est très, très fort côté qu'on a ça sur certains produits qu'on a. Toine, Stéphane, merci beaucoup. Merci Stéphane. Merci. Retrouvez Tuan et Stéphane sur LinkedIn et VMware sur vmware.com. Comme toujours, n'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.